Good Morning Business, le grand entretien. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Pascal Lamy. Bonjour. Bonjour Pascal Lamy. Ancien directeur général de l'OMC, vous exercez 2 mandats, vous êtes coordinateur du réseau des instituts Jacques Delors, vous avez été auparavant bien sûr commissaire européen au commerce. Sur les droits de douane et sur la stratégie de Donald Trump, est-ce que vous pensez qu'il faut le suivre au coup par coup et regarder chaque déclaration, ou est-ce qu'à un moment donné on en fait trop? Est-ce qu'il faut attendre? Comment vous regardez la stratégie de Donald Trump? Je pense qu'il y a deux niveaux à considérer. Ce qu'il est en train de faire en bricolant les droits de douane et la stupidité de l'analyse, du raisonnement, les chiffres faux qu'il utilise. Quand il dit « on a un déficit de 300 milliards à l'Union européenne », c'est faux. Le déficit commercial, si on intègre les services qu'on doit intégrer, c'est 50, c'est pas 300. Bon. Donc tout ça donne l'impression d'une très grande incohérence. C'est très chaotique. Un jour, il décide dans un sens, un autre dans l'autre. Et c'est normal que ce soit chaotique, parce que coller des droits de douane de 25% dans une économie où les chaînes de valeur sont intégrées, ça met le bazar immédiatement. Pensez simplement à l'industrie automobile nord-américaine, qui s'est complètement intégrée entre le Mexique, le Canada et les États-Unis pendant 4-50 ans. Bon, si du jour au lendemain, vous mettez des droits de douane, étant entendu que les pièces des voitures, elles font 2 ou 3 fois l'aller-retour, ça devient... Bon. En même temps, Pascal Lamy, on voit qu'il y a des allers-retours. C'est-à-dire que jeudi dernier, tout d'un coup, après un coup de fil avec la présidente mexicaine, ça y est, tout allait beaucoup mieux. Et on a décalé d'un mois l'entrée en vigueur. Je suis d'accord, mais ça aussi, c'est incohérent, si je puis dire. Bon. Moi, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense, comme un certain nombre de mes amis américains, que Wall Street va mettre un peu d'ordre là-dedans. Ce qu'on appelle les bond vigilantes aux États-Unis, c'est-à-dire les gardiens d'une certaine forme d'orthodoxie. Bon. Pire semaine depuis septembre, la semaine dernière, déjà. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est plutôt là que de la discipline va venir. Elle ne va pas venir d'ailleurs, elle ne va pas venir des juges. Tout ça est largement inconstitutionnel si vous lisez la Constitution américaine, mais enfin, laissons ça de côté. Bon. Ça, c'est la surface des choses. C'est incohérent, c'est chaotique. Je ne pense pas que c'est appelé à durer très longtemps. Mais je peux me tromper. Bon. Derrière tout ça, à mon avis, on peut quand même détecter une cohérence, un plan, une stratégie de long terme qui consiste à mettre la main sur l'essentiel des ressources de l'économie du futur. Les terres rares. L'eau, les minerais, les terres rares. Le Canada, c'est l'eau. Le Canada détermine l'offre en eau des États-Unis et on peut considérer que c'est une ressource qui deviendra rare dans l'avenir. Vous prenez au sérieux les menaces proférées par Donald Trump sur le Canada ? Oui. Pour cette raison. Pas parce qu'il a juste envie d'ajouter un État à sa bannière étoilée, mais parce qu'il y a un projet économique, stratégique derrière. Même chose avec le Groenland et les minerais. Oui. Même chose avec la Russie, l'Ukraine et les terres rares. Et donc, il y a un côté, on est les plus forts, on doit le rester, et pour ça, il faut s'assurer des ressources de l'avenir à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans. Donc on est face à un projet impérialiste, autoritaire, d'annexion. S'il y a une cohérence, je la vois là. S'il y a une cohérence. Mais quand vous regardez ce que disent ses collaborateurs, quand vous regardez ce que produisent les think tanks de la droite trumpienne américaine, ce projet impérialiste, il est là. Alors, derrière tout ça, reste la question de savoir si ou non il se met d'accord avec la Russie et la Chine. Ça me paraît difficile de se mettre d'accord avec la Russie, comme il souhaite le faire, tout en restant en confrontation avec la Chine, compte tenu de l'articulation russo-chinoise qui existe maintenant. Très forte, oui. Ça les arrange tellement tous les deux. Bon. Et donc, au troisième niveau, il reste un point d'interrogation. Est-ce qu'il a en tête un truc à la Nixon-Kissinger qui consiste à découpler la Chine et la Russie, comme ils avaient réussi à le faire à l'époque, ou non?
Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Et au fond, dans ce schéma impérial, est-ce qu'ils ne sont pas en train, au fond, de chercher un truc à 3? Pour être tout à fait clair, quand vous dites se mettre d'accord entre les États-Unis et la Chine, c'est un nouveau Yalta, c'est un découpage de la carte mondiale avec chacun sa zone d'influence. Absolument. Je vous laisse Taïwan, vous me laissez le Canada. Absolument. Et on laisse l'Ukraine à la Russie. Et l'Europe au milieu de tout ça? L'Europe, au milieu de tout ça, elle doit se transformer dans ce qu'elle n'a pas été faite pour être, c'est-à-dire une puissance capable de défendre ses valeurs, ses intérêts. On en a la taille économique, on n'est pas si loin d'eux sur le plan technologique, évidemment on n'y est pas sur le plan géostratégique et militaire, mais la grande nouvelle, pour moi qui suis un vieux singe de la construction européenne, la grande nouvelle depuis février 22, les deux grandes nouvelles depuis février 22, c'est que la menace, elle est à l'Est, et que l'Ouest va probablement nous lâcher. Bon. Ces deux sujets étaient ceux qui coinçaient tout le débat sur la défense européenne. On n'était pas d'accord sur la menace. Les pays de l'Est nous disaient « Attention, vous vous gourrez parce que Poutine c'est dangereux ». On leur disait « Pas si grave ». Nous, on leur disait, nous Français, pour beaucoup d'autres, « Attention, un jour, peut-être les Américains vont nous lâcher sur le plan militaire ». Et ils disaient « Non, mais ça ne va pas la tête ». Là, on a tous les deux pris notre claque, si je puis dire, dans le concept qu'on avait de ce que c'était que les menaces sur l'Europe. Et donc maintenant, le chemin politique, si vous voulez, idéologique vers la défense européenne, à mon avis, est ouvert. Alors ça ne veut pas dire qu'on y est, mais l'Europe, elle doit se muscler, se renforcer, développer ses atouts. Elle a les atouts pour être une puissance mondiale. Il y a beaucoup de pays dans ce monde qui préféreraient que l'Europe soit dans le jeu, plutôt qu'à avoir affaire à Poutine, Trump ou Xi Jinping. Et donc, il faut simplement que cette espèce de conversion mentale, idéologique, imaginaire des Européens, des raisons pour lesquelles on fait l'Europe ensemble, se fasse et qu'on en tire les conséquences. Mais est-ce qu'il faut le faire, un peu comme dit Emmanuel Macron, avec ceux qui le veulent, c'est-à-dire exclure par exemple Orban, exclure... Inévitable. Il est inévitable que l'articulation entre une Europe de la défense et l'Union européenne à 27, ça ne sera pas exactement la même chose. Il y a quelques pays qui... Il faut inclure la Grande-Bretagne? Bien sûr qu'il faut inclure puissance la Grande-Bretagne. nucléaire. C'est d'ailleurs apparemment ce qu'ils souhaitent. Donc, si vous voulez, il y aura un problème de géométrie institutionnelle. Mais franchement, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est est-ce qu'on est d'accord sur la nature et le temps de la menace, et en conséquence de ça, est-ce qu'on se dote de ce qu'il faut derrière une politique de défense sur le plan, notamment de la politique industrielle. Ce ne sera pas la même géométrie que celle des 27, mais c'est une géométrie qu'on sait articuler. Après tout, on a fait l'euro avec une géométrie un peu différente. On a fait Schengen avec une géométrie un peu différente. Bon. Si on est pragmatique et si on ne commence pas par dire « Attention, qui fait quoi, qui va être le chef ?» Évidemment qu'il faudra un moment, sur la défense européenne, il faudra un moment qu'on décide qui va être le chef. Parce que là, dans les armées, il y a un moment où il y a un qui décide avec son état-major. Bon, mais je pense que ces questions-là vont venir. Elles se présentent de manière beaucoup plus claire que ça n'était le cas ces derniers temps. Je le regrette profondément. Pour moi, l'invasion de l'Ukraine, ça a été l'inverse de la chute du mur de Berlin. C'est les deux grands événements de ma vie européenne, si je regarde, c'est la chute du mur et l'invasion de l'Ukraine. Tout ça bouge, il faut s'adapter, et les raisons qu'on avait de créer des solidarités européennes plus fortes ensemble, elles sont encore plus fortes aujourd'hui qu'avant. Merci beaucoup Pascal Lamy d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.